Et si vous partiez pour un tour du monde avec Intermed? Consultez vite le site intermed.com pour découvrir nos prochaines escales. Chaque semaine, plusieurs conférenciers Intermed vous donnent rendez-vous pour une conférence en direct sur une destination regorgeant d'histoire et de culture. Inscrivez-vous gratuitement aux conférences de votre choix et vivez une expérience unique. Alors rejoignez-nous sans attendre et parlez-en autour de vous. Votre tour du monde vous attend. Chers amis, bonjour. Nous voici donc partis pour Saint-Pétersbourg au cours de ce cours du monde. Je charge mes images. Alors, pourquoi Raspoutine? Pourquoi avoir choisi un guide aussi original? Eh bien, parce que nous sommes là à l'hiver 1916. Très peu de temps après, tout va basculer. On est en pleine guerre de 14. Et Raspoutine va être assassiné quelques jours plus tard. Peu de temps après, tout va basculer. La révolution russe, la paix séparée. C'est donc un moment crucial. Saint-Pétersbourg, à ce moment-là, a repris son vieux nom de Pétrograd, ou plutôt, elle a même inventé un nom. Saint-Pétersbourg, c'était le nom donné par Pierre le Grand. Mais Pétrograd, la ville de Pierre, c'était symbolique. Et donc, partout, la pression des opérations militaires qui ne sont pas bonnes. Et donc, nous allons nous promener avec Raspoutine. Et Raspoutine, il vient de très loin. Et justement, il a un œil qui est un œil de la Russie profonde sur Saint-Pétersbourg, la grande capitale occidentale. Et c'est un des intérêts, si vous voulez, finalement, un paysan, un fils de paysan de Sibérie, qui vient à Saint-Pétersbourg et qui voit aussi tous ces monuments qu'il n'avait jamais vus de sa vie, jamais rien de similaire, les fastes de la cour, mais surtout aussi l'occidentalisation. C'est vraiment, je dirais, une des clés. À un moment d'ailleurs où la Russie est partagée, depuis le règne d'Alexandre III, les slavophiles ont fait entendre leur voix, ceux qui étaient pour la tradition, le retour à la Russie authentique, à celle des origines. Et à côté de ça, les occidentalistes voulaient ancrer toujours plus la Russie vers l'Occident. C'est un vaste débat qui existe d'ailleurs toujours actuellement. La Russie, finalement, doit-elle s'ancrer vers l'Occident ou au contraire développer son génie propre eurasien? Vous voyez, on est vraiment là toujours au cœur de cette question. Eh bien, notre Raspoutine, finalement, c'est la Russie traditionnelle. Vous voyez d'ailleurs qu'il vient d'un village qui s'appelle Pokrovskoye, c'est-à-dire l'intercession, le village de l'intercession. On n'est même pas sûr de la date de sa naissance. On pense aujourd'hui qu'il est né en 1869, mais il y a toujours des discussions. Vous voyez ce village, c'est une photo actuelle en plus. Il n'a pas changé depuis l'époque de Raspoutine. C'est évidemment un décalage total, on va dire, par rapport à ce qui existe donc à Saint-Pétersbourg. C'est deux mondes tellement différents. Ces deux mondes, d'ailleurs, ils existent toujours aujourd'hui, finalement. Vous savez, quand on visite Saint-Pétersbourg ou Moscou, on n'a pas du tout l'image de la Russie rurale, de la Russie, on dirait la Russie profonde, finalement. Et on est très loin, en plus, là, de Saint-Pétersbourg. Et Raspoutine, donc, né sans doute le 9 janvier 1869, 21 janvier, on aura toujours deux dates, je donne les dates du calendrier julien, qui est le calendrier officiel de la Russie, c'est celui de l'Église, et d'ailleurs encore aujourd'hui les fêtes de l'Église sont sur le calendrier julien, Jules César, mais nous on utilise le calendrier grégorien, donc du pape Grégoire XIII, qui a changé le calendrier à la fin du XVIe siècle. Bon, bien sûr, par la suite, on dira que au moment de sa naissance ou le lendemain, le 10 janvier, il y a une comète qui est passée dans le ciel, il y aura toutes sortes de légendes, on ne s'arrêtera pas dessus, mais c'est quelqu'un qui est très pieux, vous voyez, très pieux, peu instruit, mais il va s'instruire de lui-même. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le miracle. Il échappe de peu à la noyade, son frère d'ailleurs, André, va mourir, mais lui, après une pneumonie, en réchappe. Donc c'est déjà un enfant miraculé.
Et il a des apparitions de la Vierge, un ange d'abord, puis la Vierge. Et donc, il va très vite avoir la réputation d'un mystique. Et sans doute aussi que sa réputation s'est détériorée beaucoup à Saint-Pétersbourg, on le verra. Mais au départ, finalement, c'est quelqu'un qui est respecté, très respecté. Vous savez, le starets ou stariets, c'est celui qui, donc, est une forme de saint homme. C'est une sainteté spontanée qui existe en Russie. Et donc, il lit la Bible et il va se mettre à voyager. Vous voyez qu'il porte ces lourdes chaînes avec une croix en fer. On se charge en quelque sorte, on se met des carcans. Vous savez, et la discipline en Occident, mais c'est une tradition russe, donc, et il a porté aussi les vérités. Alors le voici dans une photo finalement où il est bien jeune et bien différent de ce qu'il va devenir avec ses enfants. Il a eu 5 enfants de son mariage et 3 ont survécu. Et d'ailleurs, sa fille écrira donc son histoire, hein, répondant en quelque sorte à ses adversaires et au prince Yusupov aussi qui écrira un livre. Il fait un long pèlerinage au mont Athos, 3000 kilomètres à pied, hein, ça va durer 9 mois. La Vierge lui est apparue, et bien, en plus, son maître spirituel lui a conseillé d'aller faire ce pèlerinage et ensuite d'aller dans les monastères russes. Donc, il va être un certain temps prédicateur itinérant. Et il séjourne à Vercouturier. Ça, c'est un monastère vraiment étrange. Vous avez des Kilsti. Les Kilsti, pardon, c'est dur à prononcer. Ou appelons-les des flagellants. À l'origine, c'est une de ces multiples sectes, vous savez, vous aviez les lutteurs de l'esprit, et toutes sortes de sectes au XVIIe siècle. Et dans ces sectes, on en avait une, c'était des flagellants. C'est bien, ça existe aussi ailleurs. Hein. En Occident, à la fin du Moyen-Âge, il y avait des flagellants. Hein. C'est pas extraordinaire, mais la caractéristique de ces sectes, c'est qu'elles vont virer parfois sur des excès. Et à l'époque de Raspoutine, les Klisti eh bien, veulent vaincre la débauche par la débauche. C'est d'ailleurs un remède intéressant. On n'est pas véritablement contre, hein, puisque pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher. Magnifique parole, se régénérer par le péché. Péchons donc autant qu'on peut, et ainsi, en se repentant, on pourra acquérir le paradis. Oui, ça provient d'une certaine interprétation des textes évangéliques. Finalement, vous savez, c'est l'histoire du fils prodigue. Hein. Donc, il revient après avoir beaucoup fauté et le père l'accueille. Alors donc, alors que le fils qui est resté, lui, bon, bah, très bien, il a été fidèle, bravo, tout va bien. Donc, mais celui qui revient. Donc, c'est un petit peu, on va dire, c'est théorie. Le problème, c'est que c'est ce qui va entourer aussi Raspoutine, qui lui-même eh bien, va se mettre à beaucoup pécher dans les derniers temps, et en particulier avec les femmes, et profiter un petit peu de l'attraction qu'il exerce. Alors, notre histoire commence donc avec l'arrivée de Raspoutine à Saint-Pétersbourg. Il vient une première fois. C'est la duchesse Militsa, vous voyez, la grande duchesse d'origine serbe, qu'il a reçue, invitée. Elle s'intéresse aux sciences occultes, de même d'ailleurs que l'impératrice elle-même, que vous voyez d'ailleurs à gauche, là, sous Militsa, l'impératrice Alexandra. Il se trouve que donc on va avoir une sorte de, comment dirais-je, d'intérêt ésotérique. On fait venir même, vous savez, des Français. On fait venir Maître Philippe de Lyon, Papus, le fameux Papus, qui a écrit un traité de magie pratique. Vous voyez, donc, on est dans cette atmosphère. Et en plus, donc, comme Rasputin est prophète, il va prédire la naissance du fils de Nicolas II, Alexis. Vous voyez ici la photo. Et Alexis naît justement le 12 août 1904. Tout à fait étonnant. En 1905, donc, après être revenu quelque temps dans son village de Prokosskoye en Sibérie, eh bien, il s'installe définitivement à Saint-Pétersbourg. Bon, il fera quelques allers-retours, hein, mais il s'installe donc. Il est reçu d'ailleurs dans différentes familles, en particulier par la femme d'un général, donc il est, semble-t-il, l'amant. En tout cas, sa grande idée, il va être notre fil directeur, ramener Nicolas II et la famille impériale sur la voie de la tradition ancienne. Je vous l'ai écrit parce que c'est vraiment la clé, retrouver l'âme russe.
Et cette arme russe, elle est bien absente à Saint-Pétersbourg, la ville d'Occident. Et oui, Raspoutine voit là la base, l'origine de Saint-Pétersbourg. La cathédrale Saint-Pierre et Paul, qui avait été donc liée à la toute première fondation. Quand Pierre le Grand, en 1703, avait acquis ces territoires à la suite de guerres et qu'il avait donc décidé de fonder cette fenêtre ouverte sur la Baltique et sur l'Occident. Il avait établi là une première forteresse, la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul, en face de Kronstadt, et cette église que vous voyez là avec sa flèche si caractéristique. On est le long de la Neva. Beaucoup d'avantages. Le port est à l'embouchure de la Neva, qui est d'ailleurs lié par ailleurs au lac Ladoga. Donc oui, c'était un très bon emplacement. Et vous voyez, en ce jour d'hiver 1916, eh bien, la Neva est gelée. Et Raspoutine voit ici cette construction tellement occidentale, déjà l'Occident. On est là à l'époque de l'architecte italien Domenico Trezzini, ou plutôt suisse-italien, qui était venu du Danemark à la demande de Pierre le Grand et qui avait érigé, donc à partir des années 1712, cet édifice. Il a fallu une vingtaine d'années à peu près, et finalement, il est complètement emblématique, cet édifice, des églises luthériennes, des églises du Nord, des églises danoises, par exemple. Voici ici l'intérieur, et on voit combien, finalement, on est loin de la tradition orthodoxe. Mais où sont les coupoles? Mais où sont les décors? Les anges qui tiennent des instruments de la passion? Mais oui, pour un russe traditionnel, mais c'est quasiment hérétique de voir une chose pareille. Surtout que dans la mentalité russe, il y a une grande méfiance vis-à-vis de l'Occident. Ça dure d'ailleurs. Donc, il est évident que ce décalage, eh bien, choqué. Et Raspoutine, donc, n'aime pas ces édifices, ça c'est clair. Il ne s'y sent pas à l'aise. Quelle est cette chaire que l'on a à gauche? Vous voyez cette chaire en bois sculpté. Et cet iconostase qui n'a même pas d'icône, qui est faite avec des sculptures. C'est une honte. Et tout ça, c'est Pierre le Grand. Vous voyez, Pierre le Grand, dont la statue érigée par Catherine II, en hommage à Pierre Ier et Catherine II, la statue du sculpteur Falconet. Donc, ces statues si célèbres, ce cavalier de bronze qui domine en quelque sorte et qui est tellement aussi occidental. D'ailleurs, des statues dans la Russie traditionnelle, il n'y en avait pas. C'était prohibé. Et vous voyez derrière la coupole d'un édifice qui est aussi ô combien occidental. Pire que tout, il a été érigé par un Français, Auguste Ricard, dit de Montferrand. Et c'est effectivement à l'époque d'Alexandre Ier, un édifice néoclassique. Nous voici ici avec un édifice qui évoque finalement tous ces éléments de l'Occident, ces édifices, c'est Saint-Paul de Londres de Christopher Wren, mais c'est aussi le Panthéon de Soufflot, Sainte-Geneviève. Donc oui, finalement, on est tellement loin de la tradition russe. Et en même temps, on est tellement lié à l'Occident. Regardez par exemple aussi les façades, ces façades que Raspoutine contemple et qui lui évoquent le paganisme absolu avec leurs sculptures. Ces colonnes, eh bien, sont tirées finalement du Panthéon de Rome, du Panthéon, c'est-à-dire d'un édifice totalement païen à tous les dieux de Rome, temple de la famille impériale, datant donc là de l'époque classique. L'amirauté, c'est aussi un monument emblématique que Raspoutine voit. C'est un monument qui lui rappelle combien la flotte russe s'est développée. Pourtant, en 1905, la flotte russe a, on va dire, eu des défaites tout à fait cuisantes. Mais depuis Pierre le Grand, la Russie avait sans cesse développé sa flotte. Et Catherine II en particulier, qui était désormais présente même en Méditerranée, pas seulement dans le Nord. Et Pierre le Grand avait dès le départ dit finalement aux deux bras, l'armée de terre et la flotte. Eh bien, cette flotte, donc, elle avait échoué en 1905 lors de la guerre russo-japonaise. Raspoutine pense finalement à cela et pense aux difficultés des temps, pense à la guerre. On va en reparler. Et là, il voit donc l'amirauté, qui a été construit par l'architecte Zakharov,
Là encore, c'est un édifice parfaitement néoclassique. Vous voyez qu'il date des années 1806-1823 et avec d'ailleurs une flèche qui est aussi un point de repère dans Saint-Pétersbourg. Il y a deux flèches qui, l'une nous désigne le ciel, c'est celle de Saint-Pierre-Saint-Paul, et l'autre nous rappelle la flotte russe avec d'ailleurs, vous voyez, le drapeau de la marine russe qui flotte là, à l'avant, à l'entrée de l'amirauté, la croix de Saint-André. Raspoutine avance tout près de l'amirauté, vous avez la place du Palais. Évidemment, l'endroit le plus emblématique, l'endroit aussi où se tiendront toutes les révoltes et les révolutions, c'est-à-dire donc le Palais d'Hiver, la place du Palais, l'état-major, le siège des ministères en face. Et au centre même, finalement, encore une fois, le rappel de ce lien avec l'Occident. La victoire d'Alexandre Ier sur Napoléon avait été commémorée par l'érection d'une colonne que vous avez là sur la gauche, toujours par notre Français. C'est d'ailleurs paradoxal qu'un Français ait élevé une colonne pour célébrer la victoire de la Russie sur la France, mais on a beaucoup de paradoxes. Auguste Ricard de Montferrand avait donc érigé cette colonne de la victoire sur le modèle d'ailleurs de la colonne Vendôme, elle-même sur le modèle de la colonne, bien sûr, de Rome, de Trajan. Alors, ce palais d'hiver, c'est la résidence officielle. Nous allons voir qu'en réalité, surtout en cette année 1916, Nicolas II n'est plus, même à Saint-Pétersbourg, et la famille impériale ne se trouve pas ici non plus. Mais c'est un lieu quand même officiel. On voit là cette architecture. Architecture, là aussi, qui nous éloigne tellement de la Russie traditionnelle. C'est en effet l'architecte d'Élisabeth Ier, la fille de Pierre le Grand, qui a régné une vingtaine d'années au milieu du XVIIIe siècle. Élisabeth Ier a aussi fait faire ces édifices tellement occidentaux. Le baroque russe, on l'appelle baroque russe, qui est une forme de style en plein XVIIIe siècle, qui intègre des éléments rocaille, rococo. Et donc, son architecte est un Italien, Bartolomeo Rastrelli, le fils d'un sculpteur florentin, Carlo Rastrelli. Et donc, il a là aussi laissé une empreinte extraordinaire à Saint-Pétersbourg. Tout le monde connaît là-bas le palais d'hiver, mais aussi le couvent Smolny, mais aussi le palais Catherine à Tsarskoye Selo, toute une série d'édifices où il a laissé son nom, ou même des gens qui se sont formés auprès de lui, comme l'architecte, par exemple, de Saint-Nicolas-des-Marins. Donc, il a rayonné Rastrelli. Et finalement, là aussi, c'est une Russie qui est tellement loin de la Russie traditionnelle. Pierre le Grand, déplaçant finalement la capitale, il ne l'a pas fait officiellement, mais en 1712-1713, les différents services ont quitté Moscou pour Saint-Pétersbourg. Et à ce moment-là, évidemment, eh bien, il a donné ce nouveau visage par rapport à l'ancienne Moscou. Beaucoup de choses se sont passées sur cette place. Raspoutine n'était pas là le 9 janvier 1905, 22 janvier du calendrier grégorien, mais il a entendu parler de ce dimanche rouge, de cette révolte, ou plutôt c'était une manifestation pacifique qui a tourné à l'émeute et qui a été ensanglantée. Et effectivement, la capitale est agitée par des pulsions, des passions, d'ailleurs des mouvements sociaux. La Russie s'est enrichie considérablement. Ces quelques années, depuis, on va dire, Alexandre II, le tsar libérateur, celui qui a réformé, qui a aboli le servage, ces années, ces décennies ont été des décennies extraordinaires. En plus, on commence à investir en Russie. En 1893 est passé un accord tout à fait étonnant avec la France. La France républicaine a fait alliance avec la Russie impériale. 1893, un premier élément d'une entente cordiale à trois, donc la triple entente, plus exactement, 1893 avec la Russie, qui avait été d'ailleurs, c'était traduite par des visites réciproques des chefs d'État. En 1904,
entre, vous savez, la fameuse entente cordiale entre la France et l'Angleterre. Et en 1907, enfin, la Russie et l'Angleterre. Donc, on a eu une ouverture extraordinaire, des investissements qui ne connaît pas l'emprunt russe. Parfois, certains ont des parents ou des grands-parents qui ont laissé des investissements qui se sont d'ailleurs avérés peu profitables, mais bon. Et effectivement, eh bien, on a fait, on va dire là, cette modernisation de la Russie à pas forcé. Alors évidemment, ça n'a pas été sans problème, sans mouvement, les mouvements intellectuels aussi, et il faudrait beaucoup de temps. De toute façon, Rasputin est un peu en marge de tout ça. C'est finalement qu'est-ce qui l'intéresse? Ben, la haute société. Et puis il a quand même des idées particulières, on va le voir toujours, influencées. Et plus le temps passe, plus il veut influencer la famille impériale. Donc il se mêle pas vraiment de ces affaires-là, sauf il défend la famille naturellement. Il n'est pas un révolutionnaire, on peut s'en douter. Voilà une de ces manifestations ultérieures qui va donc dégénérer. C'est d'ailleurs la révolution en 1917 donc dégénère. Et cette grande place vide en cet hiver 1916 qui est fermée par un magnifique édifice néoclassique, encore une fois, qui date donc du début du 19e siècle. Les bâtiments des ministères, l'état-major, surmonté d'ailleurs d'un somptueux quadrige de la Victoire, la construction de l'architecte Carlo Rossi. En 1914, c'est là ce balcon qu'apparaît Nicolas II. Nicolas II, qui est donc le souverain que désormais Rasputin connaît, même s'il connaît surtout l'impératrice. Ce souverain, donc, tellement écrasé par le poids de sa tâche, qui a dû succéder à son père Alexandre III. Or, Alexandre III, c'était un personnage vraiment très fort, on va dire. Et ce pauvre Nicolas II est écrasé, on pourrait dire, écrasé par la difficulté de la tâche. Et comme vous le savez, l'assassinat de François Ferdinand, de l'héritier de l'Autriche, de l'Empire autrichien, et l'assassinat à Sarajevo a entraîné l'entrée dans la guerre par le jeu d'alliance de la Russie. Et donc Nicolas annonce cela. C'est fondamental dans ce qui se passe actuellement à Saint-Pétersbourg en cette année 1916. Donc vous le voyez ici, sur le balcon, on a les armes impériales qui apparaissent d'ailleurs, qui étaient fixées là, évidemment. Elles disparaîtront. Les bolcheviks les enlèveront, vous vous en doutez. Et voici ici cette magnifique affiche qui symbolise cette union des trois puissances, naturellement, autour de la Sainte Russie, qui brandit fièrement la croix. Alliance, on dira, contre nature. Et cette alliance, elle ne plaît pas à Rasputin. Pourquoi? D'abord, la France, c'est un pays totalement, on va dire, totalement païen. Hein? La séparation de l'Église et de l'État, est-ce une chose possible pour un Russe? Comment? Le tsar, c'est la Sainte Église, et la Sainte Église s'incarne dans le tsar, véritablement. Comment est-il possible qu'on ait eu des lois de séparation de l'Église et de l'État? Oui, on en a parlé à Saint-Pétersbourg. Et qu'est-ce qui s'est passé en France, enfin? Ces lois, dans les années donc 1903, 1902, 1903, le petit père Combes, qu'est-ce que c'est que ça, véritablement? Incroyable. Bon, on représente la France là, sur cette affiche russe d'une façon attrayante. Elle tient son cœur sur la poitrine avec son petit bonnet phrygien. Marianne est bien sympathique, mais n'empêche que pour Rasputin, mais c'est pas possible. Et de l'autre côté, l'Angleterre, avec son casque naturellement d'Athéna et son ancre puissance maritime, mais la Sainte Russie brandit la croix orthodoxe au-dessus, comme vous voyez. Et oui, Rasputin, en cette fin 1916, pense à cette alliance, il est absolument contre, totalement contre, et il veut la rompre. La Russie s'est en effet enfoncée dans la guerre, en paye un prix très lourd. C'est ce front à l'Est, et il veut essayer de dégager en quelque sorte la Russie et fait pression, alors que Nicolas II est parti de Pétrograd, donc Saint-Pétersbourg devenu Pétrograd par patriotisme, la ville de Pierre, il a pris la tête de l'armée directement, il a relevé le commandement général, il a pris la tête de l'armée et donc, eh bien, le front est très dur. 1916, c'est l'année de Verdun aussi, vous voyez, on se trouve là à ce moment-là.
Voici la salle du trône. Raspoutine n'était bien sûr pas là en 1894 pour le mariage du futur Nicolas II et d'Alexandra. Et Alexandra, Alix, elle était donc de la famille de Darmstadt-Hesse. C'est aussi pour ça peut-être que Raspoutine sait qu'il a l'oreille de l'impératrice. Elle est d'origine allemande. Elle n'apprécie pas particulièrement la guerre de 14 où la Russie est opposée, où le front russe est contre l'Allemagne et qui coûte d'ailleurs des centaines de milliers d'hommes à la Russie. Il a fallu faire des hôpitaux, aménager même de véritables hôpitaux de campagne. On reçoit des blessés jusqu'à Saint-Pétersbourg. La famille impériale elle-même s'est mise au service des malades et c'est des blessés. C'est vrai que c'est terrible, on va dire, absolument terrible pour l'impératrice qui souhaite une paix. Nous avons ici le souvenir dans cette salle, donc la belle salle du trône, nous avons le souvenir de cette cérémonie peinte par Ilya Répine, que vous voyez sur la droite. C'est bien la même salle, hein, qui est d'ailleurs toujours là. Et oui, et donc là encore, dans ces appartements officiels, tout ce que Raspoutine déteste finalement, c'est-à-dire le fait de, on va dire, l'occidentalisation de la Russie. Et oui, c'est exactement d'ailleurs, Michel, ce que l'on disait hein, dans mon tout premier propos, vraiment développer l'âme russe. Mais pour développer l'âme russe, justement, c'est un certain isolement de la Russie et la sortir de la guerre de 14, car c'est quand même aussi l'origine de la mort de Raspoutine, on va y revenir. Mais en attendant, suivons plutôt Raspoutine. Donc, bien entendu, il n'aime pas ces salles. L'escalier, par exemple, aménagé par Rastrelli. Et que dire aussi d'une église dont le modèle est la colonnade du Bernin à Saint-Pierre de Rome, Notre-Dame de Kazan par l'architecte Voronikine, on est là au tout début du XIXe siècle, le long de la perspective. Et Raspoutine, donc, lorsqu'il passe devant ces édifices, eh bien, ne peut manquer de se souvenir de la beauté des petites églises traditionnelles avec leurs multiples coupoles et voir dans ces édifices-là, finalement, ce qui est la perte même de l'âme russe. L'âme russe, c'est avant tout l'Église, la religion, l'orthodoxie. C'est aussi une architecture, c'est aussi un mode de vie, ce sont des vêtements. Finalement, jusqu'à Pierre le Grand, même son père, le tsar Alexis, portait la chapka, un bonnet de fourrure, le grand caftan, c'est-à-dire un grand manteau. Et voilà qu'on s'est mis à l'occidental, qu'on a rasé les barbes, alors qu'on portait la barbe comme le Christ sur les icônes, puisque Dieu avait fait l'homme à son image, donc tout homme devait porter la barbe. Et voilà que donc on se mettait à s'habiller à l'occidental avec des vestes de velours, des culottes, à se raser, à porter la moustache. Ça va durer. Et donc, retrouver cette Russie traditionnelle où finalement, eh bien, on peut dire qu'au fin fond de la Sibérie, justement, ou dans ces villes éloignées, le mode de vie n'a pas changé par contre. Le grand bouleversement, il est là. Donc, il faut imaginer, pour Raspoutine, sans doute, le décalage que représente Saint-Pétersbourg. Mais avançons avec lui. Parcourons donc ces différents monuments. Quelque chose que Raspoutine a dû apprécier, c'est le musée russe. Effectivement, il était ouvert. En 1916, eh bien, il existait déjà depuis 1898. Nicolas II, en effet, arrivant au pouvoir, avait voulu faire un musée dédié à son père. Quoi de mieux pour Alexandre III qu'un musée de l'art russe, c'est-à-dire qu'il soit vraiment autour du thème pour lequel le tsar était le plus attaché. Justement, l'âme russe, c'est aussi un art russe, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire qu'on avait des icônes. Or, Pierre le Grand a apporté, a amené, a fait venir des artistes d'Occident, comme par exemple, justement, Trezzini pour l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Alors ici, c'est un édifice dont l'extérieur est néoclassique et donc totalement occidental encore, puisque c'est toujours l'architecte Carlo Rossi qui l'a fait entre 1817 et 1828 pour Michel, donc grand-duc, hein, qui était un des fils de Paul Ier. Paul, d'ailleurs, n'a jamais vu ce bâtiment, on avait épargné pour le construire. Il est magnifique, d'ailleurs. C'est le plus
somptueux, le plus emblématique du style qu'on appelle le style impérial à Saint-Pétersbourg. Le style impérial, c'est-à-dire donc ce style de l'époque d'Alexandre Ier, qui va durer d'ailleurs jusqu'à Nicolas Ier. Donc là, vraiment, dans ce bâtiment, qui était le bâtiment du Grand-Duc, eh bien, on transforme et on ouvre un musée, ce musée russe. Alors, vous voyez l'intérieur aménagé par Carlo Rossi. Finalement, on est dans le néoclassicisme triomphant, mais qui est d'une beauté, d'une finesse parfaite. Hein. Voilà les frises en particulier qui s'inspirent de frises antiques. Les décors, l'ensemble est absolument soigné. Et d'ailleurs, à cet égard, on a pris des modèles, on a pris en Occident, justement, encore une fois, des modèles, par exemple, pour les vases que vous avez là. Sèvres, la manufacture de Sèvres a servi de référence, mais maintenant, les manufactures de Saint-Pétersbourg produisent tout aussi bien. Ah, goûter à l'âme russe, Dostoïevski, oui, sans doute, sans doute, sans doute, Tolstoï, certainement. Tolstoï, Dostoïevski aussi, oui, oui, mais chacun a son regard particulier. Pouchkine, pourquoi pas Pouchkine, effectivement, Le Cavalier des Reins, on a ce grand poème dont j'aurais pu lire un extrait, hein, et puis on a tous les livres, les romans, La Dame de Pique, etc. Mais c'est sans doute, effectivement, si j'avais à citer, je prendrais effectivement sans doute Tolstoï, Dostoïevski, Gogol. C'est une excellente trilogie. Hein. C'est un Agnès qui nous l'a suggéré et c'est excellent. Pouchkine est pas mal aussi. Et pour le russe aujourd'hui, le plus grand écrivain russe, effectivement, c'est Pouchkine. Tout à fait. Et pour nous, on va dire, sans doute, le regard est meilleur. Mais bon, laissons là, on est donc dans justement cette Russie, et on peut imaginer donc Raspoutine, qui a vu le musée russe, puisqu'il était inauguré avant son arrivée à Saint-Pétersbourg. Ce musée qui est dédié, vous voyez en vignette là-haut, à Alexandre III, qui est représenté, ils sont tous en uniforme, tout le monde porte l'uniforme. Au-dessous, vous avez la princesse Olga par Serov, donc des portraits de la belle société. Et à droite, justement, c'est aussi historique. Le vieil ermite, un tableau de Nestorov. Et en dessous, Saint-Serge de Radonège par le même peintre Nestorov. Cette entrée qui a été réaménagée pour être le musée avec la grande plaque commémorative et le buste d'Alexandre III qui se trouve sur le repos médian donc, de l'escalier. Oups. Et voici les photos anciennes. Alors, bon, on avait tendance à accrocher de façon un peu dense, comme vous voyez, les photos du musée. Nicolas II est à droite. Il est en uniforme, lui aussi, en grand uniforme. Tout le monde porte l'uniforme. D'ailleurs, vous avez en dessous les 3 employés du musée qui se sont fait photographier. Là, on est dans les années 1900. Et vous voyez qu'ils ont tous les 3 l'uniforme aussi. Les fonctionnaires ont un uniforme. Tout le monde est inscrit d'ailleurs dans une table des rangs. C'est-à-dire que pour être fonctionnaire, on a non pas une échelle indiciaire et une grille de points, mais on a un rang qui vous donne donc ce qu'on a appelé la table des rangs, très importante. Donc, vous avez un rang qui correspond même aussi, parfois, quand on atteint des couches supérieures à la noblesse. Et donc, ce tableau, et vous êtes assimilé en quelque sorte aussi à l'armée. Donc, vous voyez, c'est une armée de fonctionnaires, c'est un pays avec une armée de fonctionnaires. Ce qu'avait dénoncé, d'ailleurs, dans les années 1839, Custine, le Français qui vient à Saint-Pétersbourg, et alors qu'il était parti dégoûté de cette France aux pulsions révolutionnaires, etc., il en revient en dénonçant, on va dire, ce système russe, carcan terrible. Il est sous Nicolas Ier. C'est vrai que Nicolas, qu'on avait surnommé Nicolas Latrique, ça se comprend d'ailleurs, après 1825, son arrivée au pouvoir, ça avait été marqué par la fameuse révolte, la première révolution, en quelque sorte, la grande révolte des décembristes. Bien sûr, ça l'avait marqué. Hein. Et donc, du coup, on était dans un monde très répressif quand même. Hein. Il y a la police secrète et c'est un monde fonctionnalisé. Donc, c'est vrai que ça fait un décalage quelque part, même d'ailleurs pour un Français traditionnaliste comme Custine. Et dans notre promenade dans Saint-Pétersbourg, Raspoutine a dû s'arrêter souvent sur un lieu qui correspond parfaitement, on va dire, à ce qu'il apprécie. En ce jour 1916, certainement aussi, il a pu, en remontant la perspective Nevsky, voir au fond donc cet édifice. Cet édifice, il est juste à côté
du palais Michel, du musée russe, c'est l'église du Sauveur sur le sang versé. C'est une église commémorative et elle a été réouverte, elle est entièrement restaurée, commémorant le lieu du sang versé, de l'assassinat. Il y a eu de nombreuses tentatives, mais c'est toujours la dernière qui réussit, celle en tout cas au cours de laquelle on meurt. En général, c'est la dernière. Donc, la tentative qui a été un assassinat le 1er mars 1881. Vous voyez là d'ailleurs la photo, d'ailleurs des membres de son escorte qui avaient été tués par une première bombe, et Alexandre II, qui était un personnage vraiment apprécié, qui a tenté de moderniser, qui a aboli le servage, se porte au secours de son escorte. Il sort, et c'est là où il a pris la deuxième bombe qui l'a tué. Histoire tragique. Et vous voyez d'ailleurs qu'on a été amené en quelque sorte à aménager l'église, le lieu étant un peu en avancée sur le canal. On a donc aménagé en quelque sorte là cet espace. Et l'église que vous avez là, c'est une église qui finalement correspond au style traditionnel. C'est ce retour, ce qu'on appelle ce style historique russe. Ça évoque la place rouge finalement, l'église de l'intercession, Basile le Bienheureux, véritablement. Et en effet, on a cet univers de coupole, cet univers de décor traditionnel. C'est l'architecte Paron, mais il y avait eu les projets d'un moine d'ailleurs. Donc, on avait tenté de retrouver, et ça correspondait tout à fait au goût d'Alexandre III, de retrouver un peu de cette Russie traditionnelle. Ça aussi, c'est l'âme russe. C'est-à-dire construire dans le style traditionnel russe, et là, c'est vraiment tout à fait emblématique. Vous avez donc à droite Alexandre sur son lit de mort, taché de rouge d'ailleurs, c'était le rouge de l'habit, mais son sang sur les bottes d'ailleurs, qui avait marqué, avec toute une série de prophéties aussi qui parlaient de ces bottes rouges. Et l'intérieur, somptueusement restauré, comme vous voyez. Mais là encore, avec les peintures, on a repris le style traditionnel russe. Rien à voir avec ce qu'on vient de voir à Saint-Isaac, par exemple. La cathédrale Saint-Isaac, néoclassique, comme je l'ai dit, inspirée de l'architecture occidentale, de Saint-Paul de Londres, de Vresnes et d'autres constructions. Et l'intérieur, vous avez vu, était complètement néoclassique. Saint-Isaac, rappelons d'ailleurs la dédicace est bizarre. Saint-Isaac, on se dit tiens, dédié à un des patriarches, pas du tout. C'est Saint-Isaac de Dalmatie, parce que Pierre le Grand était né le jour de la Saint-Isaac de Dalmatie. Ici, c'est l'église dédiée au Sauveur, mais au Sauveur sur le sang versé, sur le sang d'Alexandre. Raspoutine, peu à peu, est admis dans les meilleurs cercles de la bonne société. Il est sûr que le starets, l'ermite, a évolué et il peut se souvenir finalement du chemin parcouru. Et en même temps, il est attiré par les femmes, clairement, a un certain goût, on va dire, un appétit sexuel, un certain goût pour la débauche. Est-ce que c'est théorisé? Est-ce que c'est lié donc à la secte des Clisty ou non? Je pense que c'est plutôt des choses spontanées finalement qui. Mais en tous les cas, il a un succès auprès de ces dames absolument extraordinaire. D'ailleurs, il n'est pas apprécié souvent par les hommes, mais beaucoup par les femmes. Et ce regard magnétique qui est là, ses yeux, voyez, au centre. D'ailleurs, il est le centre de la photo. Une magnifique cour, mais oui. Alors, la tradition, oui, Nicolas en est bien loin. Certes, on avait cette photo. Lors du couronnement, eh bien, le souverain, on l'appelle d'ailleurs l'empereur, pas le tsar. Depuis Pierre le Grand, le titre de tsar qui avait été officialisé sous Ivan le Terrible, on y a renoncé au profit du titre d'empereur. Bon, on appelle toujours le tsar, hein, mais n'empêche que le titre officiel, c'est empereur. Mais en souvenir, on avait cette photo traditionnelle. Voilà ce que représenterait, on va dire, finalement, une Russie traditionnelle, un couronnement traditionnel, Nicolas II, qui a le costume traditionnel, vous voyez même avec les bottines, le grand caftan, là, cette robe, la chapka, le bonnet bordé de fourrure, et l'impératrice à côté, avec aussi cette grande robe, vous voyez. En réalité, la famille impériale, la voici à droite, elle vit en famille, donc
dans les palais, et surtout dans un palais qu'on va voir, le palais Alexandre. Et en cette année 1916, elle a quitté Saint-Pétersbourg finalement. Elle s'est éloignée depuis 1905. Les troubles, le dimanche rouge, finalement prendre du feu de champ, un peu d'espace, ne pas se trouver au cœur des révoltes, c'est bien la moindre des précautions. Finalement, les souverains français avaient bien fait cela au XVIIIe siècle, à Versailles. Ça s'est d'ailleurs terminé assez tragiquement, comme d'ailleurs pour Nicolas II. Effectivement, il y avait d'autres palais tout autour, d'autres palais qui étaient, on va dire, attractifs, qui étaient somptueux pour certains. Regardez là, nous sommes au nord, sur le golfe de Finlande, et il s'agit de Peterhof, la cour de Pierre. Un palais qui datait donc à l'origine, une fondation de Pierre le Grand, mais qui avait été complètement refaite, et en particulier sous Élisabeth. On avait quand même des pavillons de l'époque de Pierre le Grand, c'est Versailles qui avait été le modèle d'ailleurs, deux pavillons, Marly et Montplaisir, en français dans le texte, comme on dirait. Et cette extraordinaire construction qui a été refaite, encore une fois, sous l'architecte d'Élisabeth. Alors, on a maintenu des parties plus anciennes, mais l'architecte d'Élisabeth, Rastrelli, donc Bartolomeo Rastrelli, a modifié tout cet ensemble. Alors, ce sont des palais très officiels. La famille impériale dire, ne réside pas évidemment ici. Alors, avançons un petit peu à lire Stéphane Zweig. Oui, c'est une excellente idée. Il faut lire aussi d'ailleurs Le Monde d'avant, au moment justement où tout bascule, c'est assez intéressant. Mais en tous les cas, la famille impériale donc se trouve plutôt dans ce bourg des Tsars, qui est à une vingtaine de kilomètres, cette fois au sud de Saint-Pétersbourg. C'est Tsarskoye Selo, le bourg des Tsars, qu'on appellera plus tard Pouchkine, mais à l'époque de Raspoutine, c'est le bourg des Tsars. Raspoutine, d'ailleurs, peut venir en train, là. Regardez la gare impériale. En 1895, on a constitué la première ligne de chemin de fer de la Russie, c'était Saint-Pétersbourg, Tsarskoye Selo, bien entendu, pour aller, on va dire, là, au bourg des Tsars. Et d'ailleurs, tous les membres de l'aristocratie ont leur maison, leur palais, tout autour, et plusieurs palais sont des palais soit impériaux, soit des grands-ducs. Et vous avez là le palais Catherine. On associe à tort à Catherine II, c'est le palais de Catherine Ière, l'épouse de Pierre le Grand, mais il a été restructuré maintes fois. Ces grandes constructions officielles ne sont plus utilisées, sauf occasionnellement. Et vous avez ici donc la grande façade de Rastrelli, encore une fois, du XVIIIe siècle, toujours ce baroque russe. Catherine la Grande a fait aménager des zones. Effectivement, elle y réside aussi parfois, Catherine II, mais même si le nom du palais ne provient pas d'elle, j'insiste bien, son architecte Charles Cameron, d'origine écossaise, a fait transformer certains éléments. Un autre palais que l'on connaît aussi à ce moment-là, c'est Pavlovsk. C'est justement le même Charles Cameron qui a fait construire, on va dire, là, pour le futur Paul Ier, pour le fils de Catherine, elle n'aimait d'ailleurs pas beaucoup, mais enfin, disons qu'elle avait des rapports compliqués plutôt, pour le fils de Catherine, donc, et son épouse. Il a fait construire cet édifice néoclassique sur le modèle d'ailleurs intégrant des éléments de l'architecture palladienne, des éléments tirés du Panthéon de Rome, cette magnifique cour en cette journée d'hiver, vous voyez. Et les salles avec un grand vestibule égyptien, donc ça a été réaménagé d'ailleurs, et réaménagé pour la veuve de Paul Ier, l'architecte Brenna. Alors, le palais Alexandre. Arrêtons-nous là, dans ce palais qui est vraiment très important. C'est le dernier lieu de résidence de la famille impériale. Il a été restauré complètement. Donc, Raspoutine, eh bien, vient très souvent ici. En 1916, donc, Nicolas II s'est déplacé, il est au front. Et l'impératrice est là, et Raspoutine, eh bien, est très présent.
Et justement, avec l'impératrice, il essaye d'influencer l'impératrice. Tout cela crée une atmosphère tout à fait, on va dire, malsaine, on peut dire. Et il y a des campagnes d'opinion qui se déchaînent, d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre, en général plutôt négatives. Alors, ce palais Alexandre, le voici, il a été construit à la fin du XVIIIe siècle. Il est tout à fait néoclassique, comme vous voyez, et c'est l'architecte Carenghi, Giacomo Carenghi, d'origine italienne, qui l'a réalisé pour le petit-fils de Catherine, Alexandre Ier. C'est Catherine aussi, qui l'avait offert d'ailleurs son petit-fils chéri. Et donc, belle construction, et construction avec un corps et des bras nus. Et à l'intérieur, voici le salon central, qui est tout à fait de cette époque-là, avec une architecture qui est d'ailleurs assez proche de celle de Pavlos, par exemple, mais dans le même style. Et nous avons aussi les aménagements pour la famille impériale à la fin du 19e, au début du 20e siècle, donc, qui sont assez emblématiques de ce goût. Certaines recherches d'intimité, un goût aussi pour les couleurs foncées. Effectivement, regardez par exemple en France, depuis Napoléon III, eh bien, on émet des pièces qui n'ont pas trop d'éclairage, qui ont des couleurs bois par exemple. Voici ici le bureau de Nicolas II, donc au palais Alexandre. Et puis, il y a cet extraordinaire salon qui a été commandé entièrement chez Maple à Londres. La maison Maple a tout réalisé, même la mezzanine. Et regardez, c'est un magnifique exemple de l'Art Nouveau, finalement. Hein. On est là vraiment dans ces années de l'Art Nouveau et on voit que à Saint-Pétersbourg, on est aussi sensible à ce style. Hein. Et vous avez donc l'impératrice à droite et ce beau salon, donc la mezzanine, mais tous les bois, l'escalier, mais aussi le mobilier, qui est un mobilier d'acajou de très très grande qualité. Alors, quelques vues de la famille, telles que d'ailleurs Raspoutine a pu peut-être la connaître, sous des aspects certainement assez intimes. Raspoutine, pourquoi finalement est-il là? Pour différentes raisons. Et il le sait, mais c'est avant tout parce qu'il arrive à apaiser les souffrances du tsarevitch. Et en effet, Alexis, le tsarevitch, est hémophile. D'ailleurs, l'impératrice culpabilise. C'est un gène qui vient de sa famille à elle, l'hémophilie, pas du côté de Nicolas. Et évidemment, on sait combien l'hémophilie est dangereuse et une hémorragie. Il faut donc entourer cet enfant, empêcher une hémorragie qui pourrait se terminer par un drame. Et en plus, c'est l'unique enfant. Donc, c'est tout ce contexte qui explique, on va dire, cette anxiété. Et Raspoutine, finalement, première fois qu'il voit Alexis, et il avait prédit sa naissance, il lui impose les mains, lui raconte des contes sibériens, lui parle et arrive à enrayer en quelque sorte ses souffrances, parce qu'il souffre en plus, il a d'énormes hématomes, ce pauvre tsarevitch. Et finalement aussi, il y a une très bonne chose, il a dit il ne faut pas tous ces médicaments occidentaux. Et parmi les médicaments occidentaux, il y avait l'aspirine. C'est sûr que donner de l'aspirine à un hémophile, honnêtement, on peut faire mieux, hein, point de vue médical, il me semble. Hein. Donc, ça a amélioré son état aussi. Mais il parle de ses dons d'hypnose et des médicaments traditionnels. Il a des médicaments traditionnels de Sibérie. Et oui, la tradition ou l'Occident, vous savez, c'est toujours la même question, la pharmacologie moderne ou bien la tradition des herbes et des guérisseuses. Rasputin est certainement attaché, on va dire, à ces traditions sibériennes. Et il s'est donc rendu indispensable. Il a fait connaissance de toutes les familles les plus importantes, donc, et ce charme hypnotique, on va dire, vraiment très important. Olga Loktina, par exemple, qui était l'épouse d'un général influent, était devenue sa maîtresse, elle avait logé donc chez elle. En 1907, Raspoutine se souvient que, alors que le tsarevitch était vraiment presque donné pour perdu, il avait des hémorragies internes, eh bien Raspoutine bénit la famille, entre en prière, et il se relève, ouvre les yeux, mon fils, et le tsarevitch, eh bien, se réveille en souriant. À partir de là, que voulez-vous?
ça devient un homme indispensable. Donc, il faut bien comprendre comment il s'est rendu vraiment si, je veux dire, un personnage clé. Et en même temps, il a cédé naturellement au plaisir de la vie de beuverie, de débauche, les cheveux gras et la barbe entremêlés, le sexe, multiplie les relations. Et là aussi, ça tient du miracle, jusqu'à 10 par jour, dit-on. C'est tout à fait, effectivement, hors du commun. Et et en plus, on commence à parler d'une doctrine de Raspoutine. Donc, il faut aller coucher avec Raspoutine pour pouvoir toucher de près sa doctrine, finalement. Bon, il est sûr qu'en 1905, Raspoutine a depuis 1905 des ennemis. Et vous avez eu en particulier le président du Conseil, Stolypine, un personnage clé, un réformateur énergique. Et vous voyez ici Raspoutine qui est au milieu donc de la famille impériale, donc des enfants, et Nicolas II qui travaille sur le balcon de Saint-Alexandre, du château Saint-Alexandre. Donc oui, Stolypine, il a été extraordinaire. Depuis 1906, il modernise, répartit l'impôt, donne des pouvoirs au Parlement russe, donc qu'on appelle la Douma, et c'est lui qui est à l'origine, on va dire, de l'essor économique. Hein. Si vraiment, il avait commencé avant, mais la Russie devient riche en peu de temps, riche comme jamais dans son histoire. Jamais elle ne l'avait été autant et elle l'a été depuis, hein, clairement. C'est un des pays les plus riches, si ce n'est peut-être le plus riche du monde à ce moment-là. Et donc, il endigue les vagues d'attentats, il va développer le système ferroviaire et finalement, donc, Stolypine déteste Raspoutine. Pourquoi Raspoutine a cette espèce de pouvoir sur la famille impériale? Pour lui, c'est une catastrophe. Et Raspoutine le déteste aussi. Il dit, voilà, c'est les grands propriétaires terriens, finalement, voilà, c'est cette noblesse de grands propriétaires. Et Raspoutine déteste son orgueil, on va dire, sa morgue de grand personnage. Et donc, Raspoutine est du côté de la paix. Déjà, en 1909, dans l'affaire des Balkans, il était aussi du côté toujours de l'impératrice. Et il pense d'ailleurs aussi qu'il faut éviter à tout prix la guerre. Et donc, c'est lui d'ailleurs qui va faire pression sur Nicolas II pour calmer en quelque sorte le conflit. Stolypine se méfiait de lui, le faisait surveiller, mais finalement, ce qui a changé un peu le cours des choses aussi, c'est qu'en 1911, Stolypine a été assassiné à Kiev, d'ailleurs, à l'Opéra. Alors, eh bien, à partir de ce moment-là, l'influence de Raspoutine a cessé de grandir. Et en plus, aussi, en 1912, Tsarevitch avait à nouveau failli mourir, hein, alors qu'il était lors d'un voyage, et Raspoutine, eh bien, avait prié, et ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs, à distance, alors que la famille voyageait en Pologne, et Raspoutine, considérait-on, avait sauvé le Tsarevitch. Et il avait dit, le petit ne mourra pas, laissez pas les docteurs l'ennuyer. Donc voilà, c'est tout ce contexte. Et puis alors, cette grande guerre, où finalement Raspoutine était du côté, on va dire, d'une paix séparée, et en cela, évidemment, il trouvait l'oreille de l'impératrice d'origine allemande, comme on disait. Alors voilà donc ces circonstances. Mais le temps passe et il va nous falloir nous diriger avec Raspoutine, qui est donc passé en cette année 1916 au palais d'Alexandre, palais Alexandre, il va falloir donc terminer au palais Yusupov. Sans doute d'ailleurs, on peut supposer que Raspoutine, visionnaire et prophète, avait anticipé sa mort. Il l'a d'ailleurs dit, si je meurs de mort violente, la famille impériale périra de mort violente. Il est mort de mort violente en 1918 à Ekaterinbourg, dans la maison d'Ipatiev, la famille impériale terminée sous les balles de mort violente. Donc effectivement, prophète, peut-être avait-il entrevu sa mort. Il y avait eu en 1914 une tentative d'assassinat. C'était par une paysanne alors qu'il était en voyage en Sibérie. Deux hypothèses.
La paysanne vraiment trouvait que voilà, ces mœurs débauchées qui étaient reprochées d'ailleurs par les autorités ecclésiastiques, et donc avait décidé de le tuer pour de simples raisons de mœurs. Ou bien la main invisible du British Empire, l'Empire britannique. Difficile à dire pour cette première tentative, mais pour l'assassinat de 1916, oui, la Grande-Bretagne était derrière. Peut-être d'ailleurs à d'autres occasions. Pour l'assassinat de Paul Ier, c'est bien avant, hein, lorsque Paul Ier s'était rapproché de Bonaparte au moment du consulat, les Britanniques ont peut-être probablement joué un rôle. Mais en tous les cas, pour l'époque de Raspoutine, oui, c'est véritablement euh, très très important. Ah, quelqu'un était aux funérailles de Raspoutine? Non, j'ai mal lu. Non, je me trompe, je trompe. Aux funérailles, je suppose, vous voulez dire, quand on a ramené la famille impériale, effectivement, et qu'on l'a inhumée dans une chapelle qui est liée à Saint-Pierre-Saint-Paul. Mais là, est-ce que Raspoutine pouvait le prévoir? Vous savez, bon, un visionnaire, d'accord, mais peut-être pas à une telle distance. Encore qu'il avait prévu, il avait fait des prédictions extraordinaires, même d'ailleurs pour le XXIe siècle. Hein. Il avait prévu toute une série de calamités, naturellement, de toute façon. Un bon prophète doit quand même être aussi un prophète de malheur. Donc, il n'est pas très écouté. Alors, j'en reviens donc à cette fin avec des conjurés. Pourishkevitch était un député de la Douma, Vladimir Pourishkevitch. Vous le voyez en dessous. Il avait écrit au grand-duc Dimitri. Vous voyez, c'était les adversaires de Raspoutine qui s'étaient rapprochés. Mais sans doute, Oswald Reiner, que vous avez là, est sans doute, je dirais, la main invisible du complot. Pas totalement invisible, puisqu'il semblerait que ce soit lui qui achevait Raspoutine avec des balles qu'il a tirées. En tous les cas, Oswald Reiner donc, connaissait Félix Yusupov depuis très longtemps, puisque Félix Yusupov avait fait ses études à Oxford. Qui est Félix Yusupov? C'est l'héritier de la plus riche famille de Russie. Et en effet, vous voyez sur la gauche ses parents, la princesse Zinaïde Yusupov. Son époux, c'était d'ailleurs un mariage, on va dire, inégal, le comte Félix Oumarokov-Elston, c'était un comte, mais à côté d'une princesse. Et c'est pour ça que le titre de prince Yusupov avait été exceptionnellement transmis au fils aîné. Il se trouve d'ailleurs que Félix n'était pas le fils aîné, mais une malédiction familiale. Le fils aîné mourait, l'aîné était mort, circonstances toujours tragiques, violentes. Et donc, du coup, c'est Félix qui était devenu le titulaire de prince Yusupov. Youssouf, c'est en effet un camp on va dire, des Mongols, vous savez, les Khanas, sous Ivan le Terrible, Youssouf, qui avait donc rallié, on va dire, le tsar et qui était devenu à l'origine de la famille des Youssouf, c'est-à-dire Youssouf. Donc famille très riche et puis qui a des ascendances qu'elle veut mettre un peu aussi en valeur et en particulier quand elle va faire, on va le voir tout à l'heure, le salon oriental, le salon qui évoque les origines mongoles. Donc Félix Yusupov, tout va se passer au palais Yusupov. Le grand-duc Dimitri, donc là on est au plus haut niveau, donc puisque c'est des membres de la famille impériale, donc des cousins liés, etc. Les grands-ducs, ce sont des frères, des fils de frères, donc des neveux ou des petits-neveux, donc qui descendent de Nicolas Ier, d'Alexandre II, etc. Et donc, le palais est un des beaux palais de Saint-Pétersbourg. Alors, vous voyez quand même ici, je remets la princesse Yusupov, elle n'était pas en bon terme, on va dire, avec Raspoutine, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque comme elle critiquait Raspoutine, l'impératrice l'avait priée de plus vraiment paraître à la cour. Et en plus, le comte Soumarokov-Elston, qui avait été, on va dire, qui avait joué un rôle sur le front dans la guerre depuis 1914, eh bien, avait été relevé de commandement. Donc, il y avait quand même une certaine aigreur. En même temps, ce n'étaient pas des amis de Raspoutine, clairement. Mais Félix, eh bien,
Félix, lui, fréquentait un peu tout le monde, il fréquentait les cabarets. Il avait une vie d'ailleurs un peu originale, dissolue. Il chantait dans des cabarets habillé en femme, hein, le jeune Félix Yusupov, par exemple. Il aimait d'ailleurs beaucoup le grand-duc Dimitri, a-t-on dit. Enfin, ouais, il y a toutes sortes, bon, démêler le vrai du faux, peu importe. Mais ce qui est certain, c'est que donc Raspoutine va accepter, peut-être d'ailleurs le sait-il, il marche volontairement vers son destin. Vous savez, il y a un type de ça en Russie, c'est celui qui accepte la mort volontairement, comme d'ailleurs aux origines de la Russie, les fils de Vladimir, Alexandre et Gleb, à l'époque de Vladimir le Grand, Vladimir Ier, Beau Soleil, eh bien, ses fils avaient accepté le martyre. Peut-être, finalement, est-ce le cas de Raspoutine. Donc, il va aller dans ce palais Yusupov, donc très peu de temps après, voyez, ce palais où a lieu l'assassinat. Donc, effectivement, il est invité par Félix. Vous voyez qu'on est là au plus fort de la propagande. Hein, et Raspoutine semble tenir le couple impérial entre ses mains sur cette affiche de propagande. Regardez ce regard terrible. Hein. En même temps, disons-le, disons-le, Nicolas, Nicolas II est quand même, je veux dire, beaucoup plus indépendant. Il n'est pas une marionnette, loin s'en faut. D'ailleurs, la preuve, il a passé la paix avec l'Allemagne. En revanche, c'est vrai que l'impératrice est quand même très influencée. Et vous voyez ici le saint homme en train de bénir. Alors, le palais Yusupov, palais néoclassique, encore une fois. Donc, lorsque Raspoutine vient dans ce palais, finalement, il n'y est pas allé souvent. Hein, non, non, c'est pas du tout, on va dire, un endroit où il est le bienvenu. Mais il n'aime pas évidemment ce style néoclassique. C'est encore un architecte français qui a beaucoup travaillé à Saint-Pétersbourg, Valin de la Motte, qui a érigé, on va dire, le palais à l'époque du comte Chouvalov. Puis il a été acquis, différents propriétaires. On se vendait les palais. Hein, et donc, ensuite, eh bien, il a été acquis par donc, la famille Nicolas Yusupov. Et on va avoir donc des grands travaux de restauration par Monighetti et des aménagements intérieurs dans le goût à la fin du 19e siècle. Alors, ce palais donc, est le long de la Moïka. Et voici la salle qui est vraiment la salle orientale, qui rappelle les origines de la famille Yusupov. C'est un lieu vraiment très intéressant. C'est aujourd'hui un lieu qui appartient au club des enseignants, donc à l'époque soviétique, mais on en avait fait un musée de la vie aristocratique. C'est-à-dire qu'on considérait qu'il était emblématique de ce que pouvait être la vie de ces riches familles. Et encore, il n'y avait pas tous les tableaux, car en partant, les Yusupov qui ont réussi à rejoindre, on va dire, là, l'Ouest, et qui sont partis, il y a d'ailleurs eu un bateau qui a été chargé par les souverains anglais, on s'est entassé absolument, hein, les parents d'ailleurs, Zinaïde, les parents de Félix sont restés en Italie du Sud. En Italie, c'était plus proche pour revenir, supposait-il, puisqu'on était passé par la mer Noire. Et Félix, lui, finalement, ira en France. Vous savez qu'il est mort à Paris. Il avait fondé avec son épouse Irina Romanov. D'ailleurs, il était marié à Irina, une Romanov, donc la maison Irfé, Irina Félix. Hein. Vous vous souvenez de tout ça. De l'histoire récente, il est mort en 67. Enfin, non, d'ailleurs, c'est pas si récent. En tout cas, voici ici cette salle. Et puis, vous avez évidemment là les salles d'apparat. Bon, toutes ces salles d'apparat, on ne s'en sert pas tous les jours. Hein, c'est vraiment, on va dire, pour des occasions. Mais par contre, vous voyez qu'à droite, la salle à manger avec ces boiseries qui sont des fausses, d'ailleurs, c'est des plâtres peints essentiellement, correspond à ce goût où d'ailleurs on met des lourdes tentures devant les fenêtres, on ne veut pas trop de lumière. C'est un goût de cette fin du 19e siècle. Le beau portrait de Zinaïde Yusupov par le peintre Serov qui se trouve ici, et le grand escalier. Revenons-en donc à Raspoutine. Raspoutine, qui le 16 décembre 1916 est invité par Félix Yusupov. Donc on peut imaginer qu'il a prédit, il a entrevu cette fin dans la garçonnière de Félix. Il s'est aménagé un petit appartement, un petit peu séparé. Et dans sa garçonnière, vous voyez que, eh bien, il l'a comploté avec
eh bien, pour Ichkevitch, avec bien sûr le grand-duc Dimitri, avec aussi un médecin, ça sert toujours, en particulier pour le cyanure des petits gâteaux qu'on va lui donner. Ça fonctionnera pas d'ailleurs, c'était sans doute pas un bon médecin, il savait pas bien tuer le malade. Enfin, c'était le but, ça. Et donc le docteur Lazovert, et puis vous avez aussi un officier, enfin ils sont petits groupes, et à proximité, il y a Oswald Reinhardt. D'ailleurs, se chargera, semble-t-il, d'achever Raspoutine, qui sera empoisonné au cyanure, donc, mais qui n'était pas mort, et puis qui finalement, alors qui l'a tué? Est-ce une balle de Félix? Est-ce une balle de Rainer? Est-ce que ce sont les deux? En tout cas, on repêchera son corps le lendemain dans la Moïka. On avait dit oui, les coups de feu, ben, c'est qu'on a tué un chien. Bon, un chien, remarquez, c'était pas faux pour eux. Et vous voyez ici Raspoutine qui a été repêché, on l'a trouvé parce qu'il y avait ces galoches gelées, vous voyez, qu'on voyait sur la moïka gelée, donc, et on l'a repêché. Et après, ben, il a fallu envoyer tous. Vu le niveau des conjurés, on ne pouvait pas les condamner, donc voilà, exilés, priés de rentrer sur leur terre, envoyés au front, pour Ichkevich aussi, mais finalement, ils n'ont pas été inquiétés. Et puis, ça a arrangé tellement de monde, la mort de Rasputin, finalement. Ne se posait plus ces questions. Une paix séparée avec l'Allemagne, mais il allait falloir attendre les soviétiques pour, justement, après la Révolution, faire la paix séparée avec l'Allemagne, l'armistice de Brest-Litovsk, et finalement, donc, et rappelons quand même que une division russe est restée sur le front français. Elle avait été envoyée là pour soutenir. Elle est restée jusqu'au bout, fidèle à sa mission. Même après la paix séparée, ils ont décrété on reste, on combat aux côtés des Français. Et là aussi, c'était quelque chose de tout à fait noble. Voilà. Alors, je vous remercie de votre participation. Je vous rappelle qu'on a de belles conférences. Et surtout, attendez, on a le petit morceau de musique, hein, comme d'habitude. Et vous allez voir la petite merveille que je vous ai trouvée. Et je vous présente le Portugal et ses grandes découvertes. Et oui, bien sûr, avec Henri le Navigateur par Claire Gréby, le lundi 15 juin. Une très, très intéressante conférence. Et de même, le sultanat d'Oman, Mascate, avec Marie-Christine de Varenien. Et vous voyez, mardi 16 juin à 14h30, un sujet exotique qui vous mettra beaucoup plus vers l'Orient. Et si vous voulez, nous, on peut se retrouver. Donc là, il faut que vous vous inscriviez, par contre, sur Yourplan avec l'anneau d'or, le cœur de la Russie historique. Et là, vous aurez donc une visite à Vladimir, à Souzdal, à Rostov, à Yaroslav, les principautés. Donc, ça sera évidemment l'occasion de parler d'histoire russe, hein, mais aussi de voir donc ces lieux historiques. C'est encore une autre vision après Moscou et Saint-Pétersbourg que je vous ai présenté au cours de ce tour du monde. Eh bien, nous pourrons voir ensemble là cette plongée dans l'époque des principautés. Mais là, n'oubliez pas, c'est à vous de vous inscrire sur Yourplan. Et puis, si vous voulez qu'on aille ensemble en Russie, ben, il y a pas mal de circuits, hein, en particulier. J'ai 2 circuits à l'automne, et puis bon, il y en a bien d'autres au printemps, l'anneau d'argent, etc. Mais 2 circuits avec donc du 18 au 24 octobre et du 2 au 8 novembre déjà, des séjours à Saint-Pétersbourg. Donc, vous voyez, les voyages reprennent. Eh bien, il faut donc là relancer un petit peu. Et enfin, on a la France, hein, et dès cet été, alors là, il y a plus qu'un mouvement, les festivals reprennent, on est en train de modifier, donc renseignez-vous. On a la Bourgogne-Romane, mais on a aussi le festival de la Roque d'Enterron. Il y a un programme superbe avec les Capuçons, avec Angélique, enfin ça va être un top. Et puis aussi hein, le Roussillon Roman, le Festival de Prague, ils sont en train de nous concocter avec Michel Letiec, le directeur du festival, le clarinettiste, un super programme. Hein. Donc, vous avez vraiment là de très très beaux, et sans oublier le Languedoc roman. Mais là, on attend qu'ils nous sortent vraiment le piano jacobin, le festival piano jacobin, ça va être très très bien. Bon, je vous tiendrai au courant. Vous pouvez voir tout ça sur mon site. Je donne l'actualité des voyages, donc soulard.paris. Je mets des photos des conférences, des résumés. Donc, n'hésitez pas à le consulter, on va dire, pour vous informer. Mais n'oubliez pas qu'avant tout, vous avez le téléphone et l'équipe formidable de Corinne qui vous attend au service client d'Intermed pour prendre des rendez-vous, pour vous parler des voyages. Corinne, le service client
Intermède, info@intermède.com, vous connaissez le numéro. Voilà, voilà. Et puisque j'ai parlé de musique, eh bien, on va terminer comme d'habitude en musique, si vous m'y autorisez. Je voudrais vous présenter un morceau de musique de 1915. On était en 1916 avec Rasputin, ça ne peut pas mieux tomber. Et en même temps, je n'allais pas vous mettre des morceaux, on va dire, d'opéra ou je ne sais, qui auraient pu. Non. En plus, ça se termine quand même sur une note un peu tragique, cet assassinat de Rasputin, quel qu'il ait été finalement, qu'il soit un saint homme, un démon, il était probablement un peu les deux, comme tout le monde, mais un peu à sa mémoire aussi. On va écouter cette musique céleste de 1915. Ce sont les vêpres de... attendez, je suis en train de le chercher. Ce sont les vêpres de Rachmaninoff. Voilà, je vous laisse. Au revoir à tous. Écoutez cette musique céleste.
Au revoir à tous. Tenez, vous avez là les chanteurs, vous voyez. À bientôt.